Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va suivre trois parcours qui ont comme point de départ l'agriculture ou comme point d'arrivée l'agriculture. Trois parcours et pas des moindres. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Nemiche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveuse ou éleveur, je ne sais pas comment on dit, de bovins viande dans l'Indre. C'est bien cela. Exactement. Mais au départ, vous n'étiez pas du Non. monde agricole. Non, au départ, j'étais pas du monde agricole, en effet. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. À vos côtés, Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Moi, je vous vois tous les jours sur BFM, sur toutes les télés. Vous êtes porte-parole des Gilets jaunes libres. Et Frédéric Descrozaille, donc vous êtes député La République En Marche, en Val-de-Marne, et vous avez fait carrière dans l'agriculture avant de vous intéresser à la politique. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Sonia, on va en parler. Au début, vous étiez guide. Alors au début, en fait, moi je suis d'une famille d'agriculteurs de Maquignon en Brenne, dans le parc naturel régional de la Brenne, qui est situé dans le centre de la France. Et j'ai fait des études dans le tourisme et j'ai travaillé 9 ans en tant qu'agent de voyage sur Paris. Et un jour, vous en avez eu marre. Et un jour, oui, en arrivant vers 30 ans, c'est plutôt un désir de mon mari de retourner, reprendre l'exploitation familiale. Et là, on s'est lancé à corps perdu dans cette nouvelle activité pour nous. Et quelle exploitation? Vous avez donc des bovins, quelle race? Alors, on a des bovins, on est en race limousine et Black Angus. Voilà. Et puis, vous les suivez à cheval. Alors oui, notre petite particularité, puisque en fait, en changeant de vie, on a voulu vraiment aussi associer une qualité de vie. C'était à une certaine condition, ce changement de vie. Et donc, nous, comme on est tous cavaliers, au lieu d'aller aux vaches à pied ou en 4x4, on y va à cheval. Et vous êtes dans un paysage qui est génial. On est dans un parc naturel, on est au pays des 1000 étangs, dans un décor superbe. Notre exploitation fait plus de 500 hectares, donc on est vraiment dans un cadre idyllique. Le rêve, et vous gagnez l'argent? Alors ça, ça faisait partie aussi du contrat quand on a commencé. On a fait le deuil de nos salaires, aussi bien mon mari que moi. Et aujourd'hui, la qualité de vie prime sur les rémunérations. Au bout de 15 ans, on commence à voir le bout du tunnel, mais il faudra encore attendre 2-3 ans vraiment pour avoir une assise financière plus confortable, on va dire. Benjamin Cauchy, donc effectivement, vous avez été pris dans cette spirale des Gilets jaunes. Vous êtes porte-parole des Gilets jaunes libres. Mais ça ne vous fait pas vivre, ça? Non, absolument. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans un grand groupe mutualiste spécialisé dans l'assurance agricole, 70% de part de marché. Comme ça, tout le monde l'aura compris. Et ça fait 10 ans que je suis au contact des exploitants agricoles. Tout d'abord en Picardie, puis dans les Landes, au Pays Basque et en Haute-Garonne depuis quelques années. Alors, racontez-moi, comment vous êtes chez un assureur et puis du jour au lendemain, vous devenez porte-parole des Gilets jaunes? Eh bien, une journée fait 24 heures, donc on optimise son temps au maximum, on honore ses obligations professionnelles et sur son temps libre, eh bien, on optimise et on déploie son énergie tout simplement. Vos collègues, ils trouvent ça comment? Au départ, un peu circonspect par rapport à la situation, mais je pense qu'ils partagent aussi mon constat et le fait d'être présent, encore une fois, au quotidien auprès des gens et auprès des exploitants. On se rend compte que le problème de pouvoir d'achat, d'injustice fiscale, par exemple d'organismes sociaux qui prennent énormément de cotisations, voilà, ça fait réagir, donc ils partagent généralement. Ouais. Vous êtes dans le département de la Haute-Garonne, vous êtes au contact des agriculteurs? Vous êtes sur le terrain? Alors, depuis quelques mois, non, je n'y suis plus pour des raisons de sécurité d'une part et puis de discrétion pour mon employeur. Mais j'ai été effectivement jusqu'au mois de novembre au contact des céréaliers, oui, tout à fait. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'il y a eu des menaces de mort contre vous. Oui, absolument. Il y a eu des menaces à mon intégrité physique contre mes enfants également. Et puis également des menaces qui pouvaient susciter quelques dangers pour mes collègues. Donc, d'un commun accord avec la DRH, eh bien, on a souhaité me mettre en sécurité d'une part, protéger l'entreprise et mes collègues. Donc, c'est pour ça que j'ai changé d'emploi et mon entreprise me fait la plus grande confiance et je leur remercie d'ailleurs. Et quand vous vous projetez dans le futur, comment vous voyez le futur? Vous allez revenir chez cet assureur? J'y suis toujours et j'en suis fier. Après, l'avenir, quel est-il? Vous savez, le maître du temps dans notre pays, paraît-il, le maître des horloges, c'est le président de la République. Donc là, jusqu'au 15 mars, terme du grand débat, je reste un gilet jaune convaincu qui va continuer à revendiquer pour la réindexation des retraites, des pensions d'invalidité, des allocations d'adultes handicapés, qui est le cheval de bataille que je porte depuis le début du mouvement contre ce ras-le-bol fiscal et cette injustice, puisque les retraités, monsieur le député, perdent du pouvoir d'achat. C'est une réalité, malgré les promesses de campagne. Donc je m'investis là-dessus et après le 15 mars, on verra.
Et le débat est lancé. Frédéric Descrozaille, vous avez bien senti qu'il vous faisait un appel du pied. Vous êtes député La République En Marche, donc dans le Val-de-Marne. Racontez-moi un peu le début de votre activité dans l'agriculture. C'est tout simplement dans le prolongement de mes études. Je me suis trouvé à saisir l'opportunité d'un poste au début à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et puis ensuite à l'époque COP de France s'appelait la CFCA et j'y ai travaillé. Ensuite j'ai rejoint le syndicat des jeunes agriculteurs où là j'ai commencé à vraiment m'épanouir professionnellement parce que les jeunes agriculteurs en France c'est une école extraordinaire de la prise de responsabilité pour les paysans qui y sont, qui exercent des mandats et pour toutes sortes de métiers et pour connaître le monde professionnel quand on en est salarié. Et à la suite de ça, j'ai occupé des postes de direction d'interprofession. Les interprofessions, ce sont des outils assez compliqués. J'aime bien ce qui est compliqué, en faire des choses simples. Et donc, le dernier poste que j'ai occupé dans ce domaine-là, c'était le poste de directeur général de l'interprofession des fruits et légumes frais, qui est une filière absolument passionnante, très compliquée. Je suis un passionné du frais alimentaire. Donc voilà ce qu'a été ma carrière au contact du monde agricole et agroalimentaire. Alors vous avez été dans le syndicalisme, à la directeur du CNJA, enfin des jeunes agriculteurs. Vous en gardez un bon souvenir de cette époque? Plus qu'un bon souvenir. J'en garde, ça a beaucoup contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes agriculteurs, c'est quelque chose qui s'inscrit en France dans le prolongement de ce qu'a été la jeunesse agricole chrétienne, avec des principes très simples. On ne se coupe pas la parole, c'est-à-dire que le ton ne monte pas. On ne se quitte pas sans avoir pris une décision. Et quand on se retrouve, la première chose qu'on fait, c'est de vérifier que la décision prise a été exécutée, sinon on se demande pourquoi. Donc il y a une culture de la délibération et de la décision qui en font un outil d'autant plus génial qu'ils jouissent d'un vrai capital sympathie. On pardonne pas mal de trucs aux jeunes. Et ça permet en fait de lever des lièvres, d'être audacieux, de lancer des sujets qui ne sont pas forcément traités par les jeunes agriculteurs eux-mêmes derrière, mais ça permet de voir assez loin, de se projeter, et c'est une expérience absolument passionnante et très formatrice. Emmanuel Macron est dans les allées ce matin, il a fait un discours, qu'est-ce que vous en avez retenu? D'abord une vision globale, puisqu'il a une approche. Il n'a pas seulement parlé du contexte de la loi que nous avons votée dans le prolongement des États généraux de l'alimentation, il a terminé sur tout simplement, ce qui est juste énorme, l'enjeu de la relance du multilatéralisme dans le monde. Il a évoqué le fait, sans le dire, que ce multilatéralisme s'est trouvé en panne sur des questions agricoles en réalité. Je rappelle que le GATT qui a été créé en 1944, en même temps que l'ONU, la Banque mondiale et le FMI, l'agriculture n'était pas à l'ordre du jour jusqu'en 1994 en fait. C'est l'Uruguay Round 88-94 qui a introduit l'agriculture à l'ordre du jour des négociations commerciales internationales. Sur cette base, il y a eu l'échec de Seattle, l'échec de Cancun, le cycle de Doha qui devait durer 3 ans en 2001. On est toujours dedans, il est à l'agonie. En réalité, la question agricole ne peut pas être traitée comme celle des biens et des services qui le sont dans les négociations traditionnelles commerciales. C'est ce qu'a dit en substance le président de la République ce matin. L'enjeu alimentaire, agricole et alimentaire mondial est un enjeu géopolitique de première importance. C'est un enjeu de déstabilisation de paysanneries les plus pauvres. Les plus pauvres dans le monde, ce sont des paysans. 80% des affamés du monde sont des paysans. Et c'est une déstabilisation dont nous souffrons, qui est à l'origine de vagues migratoires, qui est à l'origine d'instabilité politique. Donc en fait, le nouveau contrat mondial dont le président de la République a parlé ce matin, c'est un nouveau contrat qui est fondé sur cette approche de la question alimentaire. Mais les accords du TAFTA, du CETA, c'est quand même Emmanuel Macron qui est à l'origine de la signature côté français? Non, on ne peut pas dire qu'il est à l'origine de la signature. C'est des accords qui ont été signés sous sa présidence, qui ont démarré bien avant. La panne du multilatéralisme a été telle qu'il n'aurait pas été raisonnable de ne plus signer aucun accord. Nous vivons de partenariats mondiaux. Nous vivons dans une interdépendance économique qui est d'abord intracommunautaire au niveau européen, mais pas seulement. Nous vendons, le savoir-faire français est vendu aux 4 coins du monde. Nous avons des métros et des RER qui roulent jusqu'à 2 h du matin avec une entreprise qui peut perdre de l'argent parce que nous vendons des RER et ce savoir-faire à l'autre bout du monde. Donc ces accords, il n'était pas raisonnable de nous en passer complètement. Mais ce qu'il a rappelé ce matin, c'est qu'il était hors de question de sacrifier ce que nous voulons pour notre alimentation, sachant que c'est un enjeu qui est fondamental, qui est culturel, très très profond, le rapport à l'alimentation et au repas. Il n'est pas question, à l'occasion de tels accords, d'importer une agriculture, une alimentation dont nous ne voulons pas pour nous-mêmes. Sonia ou Benjamin?
Oui, moi j'ai vraiment une interrogation en tant que gilet jaune. Les Français expriment un problème de pouvoir d'achat et c'est vrai que la malbouffe qui se répand est à la fois un problème pour nos exploitants agricoles mais également pour le citoyen alpha. Et quand on voit que, je reviens sur ces traités de libre-échange, monsieur le député, il y a encore quelques jours, l'Union européenne a décidé de baisser les normes environnementales sur les pommes de terre, le néonicotinoïde. Les néonicotinoïdes. C'est ça, absolument, alors que c'est strictement interdit en France. Mais dans le cadre de l'accord du CETA avec le Canada, l'Union européenne décide de baisser, encore une fois, ces normes environnementales. Avec cet accord, on importe du bœuf et du poulet qui est soit aux hormones, soit aux antibiotiques. Alors, il y a une aspiration forte des Français de manger mieux, et ça, c'est le rôle de l'élu, d'écouter les consommateurs que sont les Français. Il y a des exploitants agricoles qui crèvent la faim parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Est-ce que vous ne croyez pas que le monde marche à l'envers et que finalement cette mondialisation que le président de la République défend corps et âme, finalement ne va pas à l'encontre des aspirations simples et saines des Français? En fait, les choses sont pour moi plus compliquées que cela. Vous avez entièrement raison. Le monde s'est mis à marcher sur la tête parce que depuis des décennies, mais il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. En 1946, il y avait des tickets de rationnement dans Paris. On n'avait pas eu faim en France pratiquement depuis la Révolution française. On a déclenché la politique agricole commune à l'époque. À 6, la moitié de la surface agricole utile des pays signataires du traité de Rome était en France. Et sur cette base, on a garanti une visibilité de revenus agricoles pour principalement le blé, la viande et le lait. On a sacrifié de ce point de vue-là les protéines végétales dont le président de la République a parlé ce matin, puisque les Américains se sont positionnés dessus. Ça, le succès de cette politique a été absolument fulgurant. Aucun secteur de l'économie n'a engrangé de tels gains de productivité en les cédant quasi intégralement à l'aval. Grâce aux gains de productivité agricole pendant les 30 Glorieuses, tous les 10 ans, un actif travaillait 2 fois plus de surface, augmentait de 10 quintaux à l'hectare ses rendements en blé, par exemple. Et ça a profité à la grande distribution qu'on a créée dans la partie des années 70, l'agro-industrie dont on a fait des empires mondiaux, l'agro-fourniture dont on a aujourd'hui 4 à 5 très grosses entreprises internationales, et puis aux consommateurs, qui étaient le premier à en profiter. C'est-à-dire que la part du budget consacré à l'alimentation dans le budget des ménages, elle a chuté depuis 1946, alors qu'on est beaucoup plus nombreux, on est près de 70 millions, on était 45 millions. Je raconte cette histoire-là, je la rappelle, parce qu'on en a largement profité. Il faut mettre des garde-fous. On a abouti à des excès environnementaux, des excès de risques sanitaires, des excès avec des baisses de revenus, c'est-à-dire des marges qui ont été rognées sur l'ensemble de ces métiers. J'ai recruté, j'en sais quelque chose, l'agroalimentaire paye moins bien que beaucoup d'autres secteurs. Donc on a aujourd'hui une demande sociétale pour dire non, on veut manger mieux, on veut renouer des liens vivriers entre les bassins de consommation urbains et l'environnement immédiat, renouer avec la saisonnalité. Ça coûtera un petit peu plus cher, il faut assumer de le dire, moi je l'affirme, un petit peu plus cher. En fait, oui, mais et on il me lance un tel sujet, c'est impossible de ne pas répondre. En plus, ça me passionne. Sonia, on vous écoute. Donc, moi, par rapport à toutes ces discussions, je comprends tous ces accords qu'il peut y avoir, mais moi, je dirais aux consommateurs, et là, on a quand même du public avec nous, je dirais simplement que le pouvoir, il est aux consommateurs. Et aujourd'hui, c'est au consommateur de choisir ce qu'il va consommer. Et je dirais, entre un produit qui vient du Canada, de la viande qui vient du Canada, ou un producteur, ou un produit qui vient de la France, c'est le consommateur qui va choisir. Et vous inquiétez pas, les industriels, ils suivront. Donc moi, je dirais simplement, le pouvoir est au consommateur et nous, les producteurs, on produira ce que vous avez envie de consommer. Si vous avez envie qu'on produise des produits sains, propres, on va vous produire des produits sains et propres. Le seul petit effort, peut-être, ce sera au niveau budget. Il faudra mettre un petit peu plus la main à la poche, mais peut-être en consommant un petit peu moins et mieux, nous, les agriculteurs, on vivra mieux et vous, vous vous porterez mieux. Et comment vous faites justement pour vendre plus cher des produits de qualité? Alors moi déjà, je suis inscrite, ça fait 11 ans que je fais de la vente directe. Donc mes clients sont, on va dire, à 30 km autour de chez moi. Je suis sur des rations, on étudie beaucoup les rations sur les animaux. Alors sur ma ferme, nous, on ne produit pas du tout de céréales. J'achète mes céréales à une dizaine de kilomètres, entre 10 et 15 km de chez moi. Et après, on fait nos rations avec ces céréales. Donc et mes clients, ils sont prêts à mettre 1 euro, 1,50 € du kilo. Et en plus,
à venir sur ma ferme le récupérer parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont manger. Mais du coup, ils vont peut-être en manger moins. Alors nous, on est producteurs de viande de bœuf. Ils vont peut-être manger moins de viande rouge, mais quand ils vont manger de la viande rouge, ils vont manger de la bonne. Donc, tous ces accords, nous, aussi bien en tant qu'agriculteurs ou consommateurs, eh ben, on peut annuler ces accords par notre mode de consommation. Benjamin, il y avait relativement peu d'agriculteurs chez les Gilets jaunes. Pourquoi ? Alors il y avait beaucoup d'agriculteurs le 17 novembre sur les ronds-points, dans les campagnes, dans les territoires oubliés de la République. Sonia n'est pas d'accord. Ces territoires dans lesquels les marcheurs ont oublié de marcher en 2017. Eh bien, moi je suis désolé, il y avait des exploitants agricoles qui étaient là. Et il y a encore 15 jours, en allant boire un petit café dans un petit village de Haute-Garonne, je suis tombé sur un président de caisse locale, exploitant agricole, qui me disait mais on est un peu perdu dans votre mouvement des Gilets jaunes parce que nous on se retrouve plus dans ces casseurs, dans ces images d'antisémitisme, enfin bref, tous les venins qui sont venus infiltrer le mouvement, mais l'essence même du mouvement, les agriculteurs partageaient parfaitement nos convictions. Le fait d'avoir une transition écologique de bon sens, le fait d'avoir une justice fiscale de bon sens, le fait d'avoir une justice sociale de bon sens, le bon sens terrien, c'est pas une invention, hein. Ça existe vraiment. Donc je crois que sur le fond, les exploitants agricoles partagent notre point de vue, veulent plus de protection, veulent manger mieux, veulent vivre mieux et veulent vivre décemment de leur travail. Donc sur le fond, on est tous d'accord. Après, c'est sur les méthodes, effectivement. Et c'est pour ça que désormais, on est nombreux à appeler à la mobilisation numérique. Le président de la République nous a tendu un piège qui s'appelle le grand débat national. Alors, je profite de votre antenne pour inciter tous les internautes, aussitôt l'émission finie, à aller sur legranddébat.fr et d'aller inonder et de faire saturer le serveur du granddébat.fr pour réclamer la réindexation des retraites, je pense notamment aux retraités agricoles qui souffrent, des pensions d'invalidité et des allocations adultes handicapés. Le président de la République devra être face à ses responsabilités au terme du grand débat, et si des millions de Français réclament la réindexation, soit il sera encore une fois taxé de menteur, ou soit il aura bel et bien montré qu'il était corps et âme à Juncker et à la Commission européenne et qu'il ne souhaite pas écouter son peuple. Vous avez un certain talent pour dire des choses qui, sur le fond, sont assez brutales et violentes, mais avec le sourire et de manière très pondérée. Bravo. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce grand débat national n'est pas un piège. D'ailleurs, là, nous discutons. C'était pour gagner du temps. Oui. Bien sûr que c'était pour gagner du temps. Vous pouvez trouver un autre mot. Moi, je vais vous dire, la mobilisation qui a lieu en ce moment dans le pays, avec cette crise des Gilets jaunes en partie, mais je considère que c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire qu'il y ait cette passion de la chose publique, l'envie de contribuer, de ne pas seulement soutenir, le fait de se dire, on a à se parler, cette découverte de se dire, je ne connaissais pas mes voisins, je trouve plein de choses en commun. Les gens qui ont passé le premier de l'an ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas, tout ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, ça participe à un renouvellement de la vie politique qui, pour partie, a fondé la République en marche. Donc, pour moi, ça me va très bien. Et je pense qu'on traverse quelque chose d'historique. Mais ça n'est pas un piège. Ça n'est qu'en discutant, en confrontant des points de vue. J'ai le plus grand respect de la contradiction. Je ne connais pas d'autre chemin d'accès à la fois à la vérité scientifique, judiciaire ou simplement à ce qu'il faut faire. Donc, confrontons les points de vue, faisons-le dans le respect des personnes, sans excès de langage. Et c'est de cette manière-là, je n'en doute pas, que oui, nous avons un président de la République qui prendra ses responsabilités et les élus qui le feront également. Sonia, pour finir, vous êtes retrouvée dans l'idée des Gilets jaunes ? Pas vraiment. Moi, je ne me suis pas retrouvée trop dans ces idées. En tant que chef d'entreprise, j'ai eu l'impression qu'on était plutôt un petit peu les méchants. C'est-à-dire que c'était plutôt, on va dire, un mouvement ouvrier. Et même si nous, on est des tout petits chefs d'entreprise et qu'on ne gagne pas plus que les ouvriers, mais c'était plutôt sur le mode. Mais moi, ce que j'ai ressenti dans notre région, c'était plutôt la misère sociale. Moi, j'ai ressenti que sur les ronds-points, les gens, ils venaient se parler et ils venaient à la rencontre d'autres personnes. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est plutôt cette misère sociale. Et les gens qui étaient sur les ronds-points dans ma région, c'est souvent les gens qui sont sans emploi ou des gens qui ont des toutes petites retraites qui se retrouvent très isolés. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. En fait, les ronds-points, c'était un peu le bistrot du coin pour parler et recréer du lien. Mais concernant vraiment les problèmes qu'on peut avoir, nous, sur nos structures, comme des lourdeurs administratives, je dirais que ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre les problèmes qu'on a parce qu'ils ne le vivent pas. Et ils sont déconnectés de ça aussi. Benjamin. Oui, alors deux choses, Sonia, je partage complètement. Le mouvement, depuis quelques semaines, est galvaudé
par de l'entrisme d'extrême gauche et de gauche. La France insoumise tente de prendre la main sur le mouvement. Non, mais je suis plutôt cash. Et droite aussi. Non, mais sur le fond politique, quand on parle de 6ème République, c'est la France insoumise. Et donc du coup, ils ont fait dériver ce mouvement qui était une aspiration justement à ce ras-le-bol fiscal. Et quand on parle de ras-le-bol fiscal, on parle également de surcharge administrative. Et là-dessus, on partage. Donc je pense qu'il faut réellement revenir à l'origine du mouvement. La taxe sur le carburant qu'on a réussi à faire supprimer pour 2019, votre corporation a réussi à le faire sauter jusqu'en 2020, mais restez dans le combat, puisqu'en 2020, vous allez l'avoir. Hein. Non, mais aujourd'hui, le baril n'a jamais été aussi bas et pourtant, je suis désolée, à la pompe, on paye quand même assez cher. On est d'accord. Sonia, Benjamin, Frédéric Descrozaille, merci beaucoup d'être venus ici dans le cadre du salon débattre. Et puis merci à vous.